Fabrice Pankouk qui est avec nous, qui est président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et président de la commission économique de Région de France, qui va nous en charge notamment de l'export, de l'attractivité, entre autres. Voici Gabriel Serville qui s'installe à côté de lui. Gabriel Serville qui est président de la collectivité de Guyane. Soyez le bienvenu. À ses côtés, il y a Benoît Trivulz, directeur général par intérim depuis plus d'1 an, de Business France, qui accompagne toutes les entreprises dans leur stratégie à l'export. Florence Lutzmann, présidente de France Assureur, c'est la fédération qui rassemble plus de 250 entreprises d'assurance, 2000 milliards d'euros d'actifs gérés, dont 10% qui sont investis. Où ça ? Dans les infrastructures françaises. Et vous verrez aussi qu'il y a un lien entre risque, résilience, compétitivité, et désormais tout ça, c'est central dans la souveraineté économique. Il a traversé l'Atlantique rien que pour vous. Voici Henri-Paul Rousseau qui est avec nous. Henri-Paul Rousseau, délégué général du Québec à Paris, homme d'affaires, ancien chef de la direction de la Caisse des dépôts et du placement du Québec, la Caisse des dépôts québécoise, voilà. Vous êtes professeur également à HEC Montréal et c'est vraiment une très belle histoire, j'allais dire une longue histoire entre le Québec et nous, puisque Région de France avait créé un comité Québec à l'initiative d'Alain Rousset, voilà, quand il présidait justement les régions de France, Alain Rousset, et le comité qui a permis d'organiser de nombreuses éditions des assises franco-québécoises de coopération décentralisée. Voilà, donc c'est une belle et longue histoire. Alors, je vais donner la parole déjà aux 2 présidents de région qui pourraient nous quitter assez vite pour aller rejoindre le Premier ministre, voilà, pour cette réunion très attendue de 2 heures au château de Versailles. Fabrice Pankouk, prenez s'il vous plaît le micro en premier. Je le disais, vous êtes président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Comment vous accompagnez, vous, des projets industriels dans votre région ? Quel levier, quelque part, pour attirer les investissements étrangers sur le territoire de Auvergne-Rhône-Alpes ? Merci, bonjour à toutes et à tous. En réalité, je crois que c'est d'abord un état d'esprit. Parce que quand on veut que l'industrie vienne chez soi, il faut d'abord lui faire la démonstration qu'on a envie qu'elle vienne. Et tous les discours qu'on peut entendre sur des inclinaisons plutôt décroissantes ne permettent évidemment pas de capter les projets sur son propre territoire. Ensuite, une fois qu'on a l'état d'esprit, eh bien, il y a les conditions. Quelles sont les conditions qui font qu'à un moment donné, on irait sur un territoire plutôt qu'un autre ? La question du foncier, ça nous renvoie là aussi à cette volonté de croissance, de création de valeur. Ça nous renvoie aussi à un petit sujet qu'on aime beaucoup qui s'appelle zéro artificialisation nette, par exemple. Donc la question du foncier, évidemment, qui est absolument majeure et sur laquelle nous avons travaillé avec nos différents partenaires, à la fois très locaux, des EPCI notamment, sur la mobilisation des surfaces qui permettent de recevoir, identification aussi de ces surfaces avec notre partenaire Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, notre bras armé sur le terrain, pour pouvoir les qualifier et les recenser naturellement. Il y a une dimension absolument essentielle qui s'appelle la fiscalité. Parce que la fiscalité, elle est à tous les niveaux. C'est la fiscalité, justement, de l'EPCI ou de la commune qui aura du foncier à identifier. C'est la fiscalité du territoire, c'est la fiscalité aussi régionale. Alors évidemment, l'impôt en tant que tel n'est plus dans notre scope. J'ai bien intégré. Je préférerais d'ailleurs que nous ayons encore quelques impôts dynamiques, ce qui faciliterait notre vie en ce moment. Mais en tous les cas, en Auvergne-Rhône-Alpes, nous n'avons pas augmenté un impôt ni une taxe depuis 10 ans. Nous n'avons pas levé le versement mobilité, considérant que s'il est à un moment donné besoin que des financements arrivent, ce n'est pas le truchement qui est le bon lorsqu'on va le chercher sur le dos de l'entreprise. Donc cette question de la fiscalité est évidemment essentielle. Quand on est une région, il y a aussi le volet de la formation, parce que recevoir de l'industrie, recevoir des projets sur son territoire, c'est faire la promesse, et la tenir, mais faire la promesse aux prospects que nous rencontrons, que lorsqu'il y aura besoin de bras, de jambes, de têtes, eh bien, nous serons en capacité de le faire. C'est ce que nous avons fait avec notre plan ingénieur et technicien, ou en lien avec les établissements, les instituts de formation qui sont sur notre territoire, nous avons défini
ce dont nous avons besoin, à quel rythme, quels moyens évidemment nous y consacrons. Et je suis obligé de le préciser parce que quand on dit ingénieur et technicien, il faut que je dise ingénieureux et technicienne, parce que évidemment nous avons aussi voulu par ce truchement apporter une féminisation de ce qui doit se mettre en œuvre. Ça, c'est ce qu'on fait nous-mêmes. Et il y a une dernière brique qui n'est pas on fait nous-mêmes, mais en tous les cas on est utile, en tous les cas on fait œuvre utile, c'est de réunir les partenaires dont nous avons besoin. Et je vais vous prendre un exemple parce que pour moi c'est mon bon moment de l'été. C'est le moment où Safran dit on choisit la France et on choisit Auvergne-Rhône-Alpes plutôt que d'aller ailleurs dans le monde pour implanter cette nouvelle usine des freins carbone. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné nous y sommes arrivés? C'est tout ce que je vous ai dit, plus le fait que nous avons mis autour de la table, et pas un jour avec les uns et un jour avec les autres, autour d'une même table, les partenaires, RTE, Enedis, la région naturellement, notre partenaire Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, notre dimension de la formation, évidemment la collectivité régionale, puisqu'on l'a fait directement dans mon bureau. Et la question est très simple. Est-ce que nous voulons que cette entreprise vienne chez nous? Oui. D'accord. Alors qu'est-ce que chacun va faire pour que cette entreprise vienne chez nous? La victoire ne sera une victoire que si elle est collective, des efforts de chacun au service du projet. Chacun a fait les efforts, c'est le secret des affaires. Chacun a fait les efforts nécessaires pour qu'à un moment donné, le projet puisse se mettre en œuvre. Nous l'avons remporté. Et voilà les quelques leviers que nous avons manœuvrés. Et félicitations à vous, entre autres, Fabrice Pankouk, puisque vous avez rappelé, il y avait plein de monde autour de la table et la victoire était collective pour attirer donc Safran depuis le mois de juillet. Gabriel Serville, vu de la Guyane et en général peut-être des Outre-mer, comment est-ce que vous travaillez pour attirer justement dans vos territoires? Mesdames, Messieurs, bonjour à vous toutes et à vous tous. Alors, il est vrai que lorsque je suis arrivé, j'avais l'intention d'intervenir sur la table ronde pour parler de décentralisation, la première table ronde. Et puis il se trouve que les contraintes d'agenda du Premier ministre ont fait qu'on m'a sollicité pour intervenir au sein de cette table ronde. Alors, je ne vais pas me présenter en sachant de la question. Ce n'est pas une déception, vous êtes bien dans cette table ronde. Ah oui, je suis bien, oui. Je suis très bien là où je suis. Mais je ne vais pas me présenter en sachant, mais je voudrais plutôt porter un témoignage à travers ce que nous vivons en Guyane concernant le CSG, la base spatiale. Puisque très récemment, nous avons eu à participer à une commission consultative des parties prenantes du CSG. Vous savez que l'activité spatiale, c'est une activité qui est hautement compétitive, hautement concurrentielle. On n'a qu'à penser à Elon Musk avec SpaceX qui envisage d'emmener les terriens vivre sur d'autres planètes. Vraiment, c'est une ambition qui est très très forte. Et je pense que la compétitivité internationale passe d'abord par cette volonté d'avoir une ambition forte que l'on puisse partager avec le plus grand nombre. Alors, il se trouve que c'est un milieu dans lequel personne ne fait de cadeaux à personne, bien évidemment. Chacun essaie d'être le premier sur la scène. Et au CSG, eh bien, on avait compris à un moment donné qu'il fallait certainement changer de stratégie, changer de rapport avec les différents partenaires, changer de rapport dans ce monde qui est hautement compétitif et très concurrentiel. Et la question était posée de savoir comment faire. Alors, je considère que pour renforcer sa compétitivité, et c'est le CSG qui nous l'a dit, avec les partenaires du CNES, avec Ariane Group, qu'il fallait aller tout d'abord vers l'innovation. Je crois que c'est un levier qui est très, très, très important. On a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle au service de la conquête spatiale. Donc, c'est une démarche qui est entreprise par le CSG. Ensuite, il a fallu moderniser les infrastructures. Parce qu'on a bien compris qu'elles deviennent rapidement obsolètes compte tenu de la vitesse à laquelle se développe cette industrie du spatial, et moderniser pour que le CSG devienne un véritable port spatial multi-opérateur, qui soit plus attractif, qui soit également plus compétitif et qui soit responsable. Sa responsabilité, ça a été effectivement de répondre à des enjeux environnementaux, notamment pour verdir sa production d'électricité, parce qu'on sait que le CSG consomme à chaque tir quasiment 18% de l'électricité produite sur le territoire de la Guyane. Donc ce sont ces éléments-là qui, à l'échelle européenne, à l'échelle internationale, permettent au CSG de se positionner comme étant une entreprise très compétitive et qui permet d'attirer le regard vers elle, qui permet au CSG, au CNES, de rester dans une dynamique extrêmement favorable. Et puis la troisième étape, ça a été de renforcer l'ancrage local.
parce qu'on a bien compris qu'on aura beau faire, on aura beau dire, l'entreprise qui n'est pas capable de s'ancrer localement pour après aller vers l'extérieur et demander à l'extérieur de venir vers elle, risque rapidement de péricliter. L'autre facteur qu'on avait recensé, c'était la formation, et je crois que tout le monde en a parlé. Il y a véritablement une mise en formation des jeunes de ce territoire, des jeunes qui viennent souvent également de l'extérieur. Notre collectivité accompagne effectivement cette mise en formation pour qu'on ait de plus en plus de personnes qualifiées qui soient en capacité. Ah, allez-y, continuez de parler. Ouais. Sinon, prenez le micro qui se trouve sur la table, le micro de votre voisin rhône-alpin, voilà. Il fonctionne ? Oui, il fonctionne bien. Et donc voilà, c'est là où la CTG intervient auprès du CG. Et puis, parce que c'est vrai, la Guyane, pour y être allé, vous avez une magnifique région. C'est une région jeune, avec une forte natalité. Et on sait que certains jeunes sont tentés d'aller ailleurs, d'aller voir ailleurs. Comment on fait pour justement les garder sur le territoire guyanais pour répondre ensuite à l'implantation d'entreprises, comme le disait très justement Fabrice Pankouk? On ne va pas réinventer le fil à couper le beurre chaud. On a bien compris que pour les garder, il faut déjà les former, il faut les éduquer, il faut des structures de formation dans le second degré, dans l'université, et faire en sorte qu'on ait un discours qui soit positivant. Parce que souvent, le discours que l'on tient, c'est de dire que rien ne peut se passer de positif sur ce territoire, et les jeunes ont plus tendance à vouloir s'en aller vers d'autres lieux. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir en 2021, on s'est affublé d'un slogan, c'est celui de hisser la Guyane au rang de carrefour mondial d'excellence. Parce qu'il y a déjà de l'excellence dans le spatial, dans les domaines biomédicaux, dans les domaines de la recherche sur les maladies infectieuses tropicales. Il y a plein de choses qui se font de manière extrêmement positive chez nous, mais je crois qu'on n'en parle pas suffisamment. Et l'attractivité qui est un levier pour le développement de cette compétitivité à l'international passe également par le regard que nous portons sur nous-mêmes, par le regard que nous portons sur la jeunesse de ce pays. Donc c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire en ce moment. Benoît Trivulz, directeur général par intérim de Business France. Et parmi vos missions à Business France, c'est permettre l'implantation d'entreprises étrangères en France. Par exemple, il y a un bureau Business France, je sais, au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes, comme dans d'autres régions, bien sûr, pour préparer, identifier toutes les opportunités donc à l'export. On va y revenir, mais aussi promouvoir la région. Nos régions, elles ont des atouts. Qu'est-ce qui fait qu'une région, elle est attractive? On a entendu tout à l'heure Fabrice Pankouk faire toute une série de catalogues très très justes. Qu'est-ce que vous auriez envie de rajouter? Vous disiez qu'il faut de l'énergie. Moi, j'ai tendance à dire que l'internationalisation, c'est un métier de chiffres et de sentiments. Donc, il faut des chiffres, des KPI qui racontent une histoire économique très concrète. Un investisseur, il se prolonge des investissements à 15-20 ans. Donc, il y a du foncier, il y a du financement, il y a de la fiscalité, il y a de la formation, il y a des formalités. Et puis, il faut des sentiments, il faut de l'énergie. Nous, on sait très bien que quand un groupe d'entreprises françaises se déplace à l'international, quand elles travaillent avec un président de région qui se déplace, ça donne un poids beaucoup plus fort. Vous étiez au Texas avec nos équipes, vous en revenez. Oui, c'était il y a quoi? Il y a quelques jours. Il y a quelques jours, et c'est très puissant comme message. Nous, notre stratégie, elle est simple. D'abord, on est dans une stratégie nationale. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut consolider la place de la France à l'international. Et je pense qu'il faut d'abord avoir un message très positif. La France, c'est 1000 milliards d'exportation de biens et de services. 1000 milliards, 30% de plus que les Italiens. C'est 53 000 filiales à l'étranger. Le Made by France est très puissant. Et c'est depuis 6 ans le premier pays européen en matière d'attractivité. Donc on est attractif, les chiffres le montrent. On est challengé, on peut s'interroger, etc. Et ça ne marche que si on a des stratégies régionales. Et nous, on est dans les stratégies régionales, notre gouvernance est régionale. J'ai 3 présidents de région dans mon conseil d'administration. Nos équipes sont régionales, vous en parliez, on a à peu près 80-90 personnes. Et si on rajoute notre partenariat avec le Chambre de commerce, c'est 200 personnes. 200 personnes qui sont aussi bien en Outre-mer que dans l'Hexagone. Et on a des actions régionales. Et c'est ça qui compte. C'est le Texas, on fera des choses sur l'Amérique latine parce que vous devez être un hub de l'Amérique latine. Et avec toutes les autres régions, on monte des actions. Je parlais avec M. Groupiron il y a quelques instants en disant il faut qu'on fasse des choses, que le sport, c'est un énorme levier d'attractivité. On l'a fait pendant les Jeux Olympiques de Paris. On avait une mission à Los Angeles il n'y a pas longtemps avec la région Île-de-France pour dire il faut maintenir la flamme vivante. Voilà. Ça, c'est notre concrète. Nécessairement. Vous dites on est challengé, les régions sont challengées, Benoît Trivulz. Il y a une bataille qui se joue entre régions françaises et au-delà, en Europe. Il paraît que l'Espagne, c'est une grande concurrente.
La bataille, elle est même plus européenne, elle est mondiale. On se bat. Tout pays veut de l'investissement aujourd'hui. Tout pays veut de l'investissement. Alors en Europe, on est les premiers. Historiquement, nos deux grands concurrents, c'était l'Allemagne et le Royaume-Uni. Aujourd'hui, on voit l'Espagne qui progresse parce qu'elle a du foncier, parce que ses coûts sont souvent élevés. Mais pas que. Quand on regarde aussi l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, la Pologne, la Roumanie, c'est des jeux en jeu. Alors, il faut qu'on bâtisse cette Europe, en fait, parce que l'attractivité, moi j'ai longtemps vécu en Amérique latine, on vendait l'Europe, et ensuite dans l'Europe on vendait la France, et dans la France on vendait une région qui ensuite s'enchaînait. Et c'est tout ce travail-là, en fait, de relais qui fait qu'on est très puissant. Et on a des très grands partenaires, parce que le Québec, on s'est déjà rencontré plusieurs fois. On a des opérations en ce moment au Québec, parce qu'on sait que c'est la porte d'entrée de la même façon. Alors, c'est pas la France, mais c'est notre lien, c'est la langue. On est séparés par la même langue, comme disait Churchill des Anglais. C'est une porte d'entrée extraordinaire, et c'est comme ça qu'on peut aller après en Ontario, comme vous le faites, et tout ça en s'appuyant sur un partenaire qui parle la même langue que nous. La francophonie, c'est quelque chose de très puissant. Florence Lussmann, toutes ces interactions économiques, elles se font malheureusement dans un contexte fait de plus en plus de risques. Alors il y a le risque climatique, il y a le risque cyber aussi, absolument à ne pas négliger du côté des entreprises. Comment vous accompagnez, comment vous gérez ce risque justement quand on parle comme ça d'attractivité au sein des régions ? Alors nous, on est, je dirais, la ceinture de sécurité des entreprises quelque part. On leur procure donc cette sécurité, cette confiance pour qu'elles puissent aller de l'avant. Donc je crois qu'on a là effectivement un rôle qui est clé. Dans le mode également de souscription de l'assurance par les entreprises, il y a un rôle de conseil, il y a un rôle d'audit qui permet aux entreprises et à tous les acteurs de progresser dans leur connaissance des risques, parce que les risques évoluent. Donc nous, notre métier, évidemment, c'est de les étudier, de les projeter. Vous voyez, ce matin, chez moi, à la Fédération, il y avait une masterclass sur les conséquences du développement du parc électrique sur l'assurance. Donc on est là-dessus, on est sur les conséquences du réchauffement climatique, sur ce risque de retrait-gonflement des argiles qui crée des fissures dans les maisons. On est toujours en train de se projeter parce que c'est notre mission. Et on met ces capacités, évidemment, à la disposition des entreprises. Quand on va visiter les usines, par exemple, on dit là, vous voyez, c'est pas sprinklé, ça va être dur de vous assurer contre l'incendie. Il n'y a pas de barreaux aux fenêtres. Pour le vol, ça va être plus compliqué aussi. On a des questionnaires sur le risque cyber qui, il y a quelques années, ont fait un peu peur. Et on nous disait, surtout les PME, ETI, pas les grands groupes, mais c'est dur de s'assurer contre le cyber. Et en fait, ces questionnaires, ils ont été utilisés positivement à des fins de pédagogie. Et ce qui fait que 2, 3, 4, 5 ans plus tard, les entreprises ont progressé. Donc ça, je crois que c'est vraiment le message que je veux faire passer. C'est l'assurance, c'est la gestion des risques et donc c'est la prévention. Et tout ce qu'on peut faire tous ensemble pour se protéger, alors contre les risques climatiques, mais tous les autres risques que vous avez évoqués, c'est très important. Et puis notre deuxième métier, qui est un corollaire du premier, c'est l'investissement. Parce que grâce aux fonds colossaux que vous nous confiez, merci à vous tous, 2700 milliards d'actifs pour les assureurs, 2000 milliards rien que sur l'assurance vie. Alors, permettez-moi d'utiliser cette tribune pour réaffirmer très haut et très fort que l'assurance vie, c'est hautement productif. Oui. Parce que vous savez que 64% de ces 2000 milliards sont investis directement dans vos entreprises. Directement. Et les 23%, c'est les dettes des États. Mais les dettes des États, c'est quoi ? C'est des politiques publiques, c'est des écoles, c'est des hôpitaux. Donc quand des députés votent en disant que tout ça c'est improductif, ça me fait mal. Et surtout, ça met en péril le financement des entreprises, de notre économie, des collectivités également, parce que nous souscrivons aux emprunts que vous pouvez lancer. Donc je crois qu'il faut avoir une vision extrêmement globale. Moi, j'ai beaucoup aimé que vous mentionniez la formation. Vous savez que votre région est très active dans le domaine de l'assurance, avec Assurance Vallée, avec une très très belle école d'actuariat. Et c'est vrai que l'assurance, parce qu'on est aussi des entreprises, on est d'abord des entreprises, on a plus de 55 000 établissements répartis sur tout le territoire, on est partout. Vous avez eu la gentillesse de rappeler qu'on avait 250 membres chez France Assureurs. Alors évidemment, on a les très grands acteurs mondiaux que tout le monde connaît, mais nous avons aussi des entreprises de taille plus modeste
et qui sont très actifs sur les territoires, qui ont adapté une offre aux spécificités des entreprises et de nos concitoyens qui vivent dans ces territoires. Et je crois qu'on fait aussi vraiment vivre ces territoires parce que nous, notre métier, c'est de réparer le monde réel. On est à vos côtés, dans tous les coups durs, on répare tout. Moi, je répare les voitures, les toitures, les maisons, voilà. Et on répare, mais ce n'est pas délocalisable, la réparation. Donc, on fait vivre également, et si j'ai une demande à formuler, c'est que vous nous aidiez à développer encore ces réseaux d'entreprises et de réparateurs, parce que ce qu'on constate à chaque événement de grande ampleur, les tempêtes, la grêle, c'est que, eh bien, on manque de couvreurs, tout bêtement, pour réparer, d'abord pour couvrir, pour mettre des bâches, pour préserver les maisons, et ensuite pour réparer les toits. Quand on a eu ces épisodes de grêle absolument dramatiques, il a fallu plus d'1 an pour qu'on arrive à débosseler toutes les voitures, tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez. Donc l'assurance, c'est tout ça, c'est beaucoup d'énergie, et beaucoup d'énergie au service de l'ensemble de l'économie. Henri-Paul Rousseau, quelle relation avec nos belles régions françaises? Parce que je sais que le Québec, c'est la région du monde avec laquelle les collectivités locales françaises ont signé le plus d'accords de coopération. Comment le Québec noue-t-il comme ça des relations économiques? D'abord, laissez-moi vous remercier de cette belle invitation. Et j'en profite toujours pour remercier les Français et les Françaises du vent d'amour que j'ai très bien senti lorsque le tsunami de M. Trump nous a tombé dessus au Canada. Parce que je l'ai vu très pratiquement, j'ai eu un changement dans la vitesse à laquelle je pouvais avoir des rendez-vous, ce qui est mon métier. Donc, merci à vous tous, premièrement. Je vais vous dire que ce tsunami a créé, dans le fond, une rupture, en fait plusieurs ruptures. Et moi, je vois dans ces ruptures une opportunité extraordinaire pour faire en sorte que la France et le Québec, ensemble, se mettent sur une trajectoire de plus forte croissance. Je m'explique. D'abord, c'est vrai ce que vous dites, le Québec et la France, depuis plus de 65 ans, nous avons tricoté ensemble des relations extraordinaires qui fait qu'on a 135 ententes qui ont été signées entre nos gouvernements, on a 6 grandes régions avec lesquelles nous avons des feuilles de route, nous avons des relations entre nos universités, nos centres de recherche, c'est en fait 400 de vos grandes entreprises qui sont installées en territoire québécois, 85% de votre CAC 40 y est présent, et nous avons à peu près 150, 200 entreprises du Québec sur votre territoire. Je pourrais le faire de chacune dans les régions. On a des gens un peu partout qui sont chez vous, comme vous avez des gens chez vous qui sont chez nous. Et le plus important, depuis 15 ans, vous avez développé chez nous, au Québec, à Montréal, mais en région, un écosystème franco-français en territoire québécois. Je m'explique. Certains quartiers de Montréal, vous allez reconnaître vos boucheries, vos restaurants, votre accent. C'est formidable. Ce qui fait que le Québec est devenu, je le dis très franchement, la 14e région de la France sur le plan économique. Donc, il faut nous voir comme ça, d'accord? Cependant, autant on a développé le culturel, le scientifique, le politique, l'académique, l'économique, on n'est pas allé assez loin. Il faut aller beaucoup plus loin. 3 choses à vous dire. La première, on a un secteur qui est en extraordinairement grande demande, qui est ce que j'appelle Aéro Plus. Qu'est-ce que c'est? C'est le secteur de l'aéronautique, le spatial, la défense, la sécurité, auquel il faut ajouter la cybersécurité, la souveraineté numérique. Vous voyez ce que je fais? Il y a 3 grandes locomotives. Attachons aux 3 locomotives 3 wagons. Tout ce qui est soft, c'est-à-dire la technologie, l'IA, l'intelligence artificielle et tout ce qui est autour de la souveraineté. Attachons le wagon de ce qui est lourd, c'est-à-dire les minéraux critiques, les terres rares et la manufacture et les fonderies, et attachons enfin tout ce qui est autour des deux, c'est-à-dire les systèmes embarqués. Ce qui fait en sorte que nous avons ici une très grande opportunité, et ça tombe bien. Parce que quand vous déclinez les filières, et mon collègue Benoît pourrait le confirmer mieux que moi, parce qu'il est encore un plus grand spécialiste de ces industries, quand vous déclinez les filières, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le Québec et la France sont extrêmement complémentaires. Et c'est cette complémentarité qui va nous permettre, et ça sera mon dernier message, de faire en sorte que nos chaînes d'approvisionnement soient mieux intégrées. Donc, on a ouvert des chantiers par secteur sur les chaînes d'approvisionnement pour aller plus loin, dans le détail. Comment on fait pour que 2 entreprises du Québec deviennent des partenaires pour améliorer nos chaînes d'approvisionnement réciproques pour qu'ensemble, on conquiert le monde. Et ça, ça marche, ça marche très bien. Deuxièmement, on a un autre chantier qu'on a ouvert, qui est celui des consortiums. On fait en sorte que certaines de nos entreprises, de vos entreprises, travaillent ensemble pour se positionner sur les consortiums qui sont en devenir, qui sont là, les consortiums qui sont importants pour répondre aux appels publics qui sont là.
Enfin, ce qu'on fait, c'est de faire en sorte que le capital, qui est très important, donc les caisses de dépôt de ce monde, mais les 8 grands fonds de pension canadiens avec qui on parle, que tout ce monde-là travaille avec nous pour faire en sorte que le capital patient soit présent. Les États, vous l'avez dit, ont certains problèmes financiers, ils ont aussi des urgences, ils vont financer la défense et tout ça, mais l'industrie a besoin de se moderniser, de se rationaliser, de se fusionner, et ça nécessite du capital. Il faut donc avoir des chantiers ouverts sur le capital. Ça tombe bien, nous avons là aussi des belles institutions complémentaires. Voilà mon message, continuons de travailler ensemble. Et justement, Fabrice Van Cook, vous à la tête de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est quoi la place pour la R&D régionale? Quelle stratégie pour la souveraineté industrielle, justement? Comment on cultive tout ça? Alors d'abord, je veux dire à Henri-Paul Rousseau qu'on cultive ensemble. Parce qu'il y a cette amitié historique entre le Québec et la région Auvergne-Rhône-Alpes, et notamment avec cette déclinaison, cette illustration qui est, je crois, un très bel exemple, et c'est pour ça que je fais l'incise, qui s'appelle les entretiens Jacques Cartier, qui fait que depuis toutes ces années, nous sommes en capacité de tricoter, je reprends votre sémantique, de tricoter des relations, mais avec cette dimension qui est très singulière, qui tient en 2 thèmes. Le premier thème, c'est « on ne fait jamais seul », institutionnel, académique, économique. Et quand je vais à Montréal, comme ça a été le cas il y a quelques temps, et j'espère très vite bientôt, que je reçois le Québec à Lyon il y a quelques semaines seulement, nous sommes toujours dans cette approche institutionnelle, académique, économique. Première chose. Deuxième chose, chasser en meute. Et ça correspond d'ailleurs à votre question. Ce chasser en meute, il est absolument essentiel. Lorsque je vais au Texas la semaine dernière, mais c'était la même chose au Nevada ou dans l'Utah en début d'année, je n'y vais jamais seul. Et accompagné d'une représentation économique et d'une représentation académique. Ce qui fait que lorsque nous sommes accueillis, c'est pas difficile d'être reçus par la présidence de l'université Rice à Houston. Et ça veut dire quelque chose. Ça n'est pas difficile d'être reçu dans les plus belles entreprises de nos accueillants. Tout simplement parce que nous venons déjà avec des choses à proposer. Et qu'en réalité, on transforme systématiquement, quand on a cette représentation à 3 et cette volonté de pouvoir chasser en meute, de considérer qu'on n'est pas là pour régler son petit sujet. On est là pour faire avancer un territoire, pour faire avancer aussi toute une jeunesse, c'est pour ça que je parle de l'académique, et du coup, les dimensions d'innovation. Alors comment est-ce qu'on fait pour avancer justement sur l'innovation R&D ? D'abord, il y a le sujet de la formation que j'ai évoqué tout à l'heure, mais j'ai été très incomplet, parce qu'en réalité, c'est formation, enseignement supérieur, recherche. Et je reprends encore appui sur mon déplacement de la semaine dernière, il y avait le CEA dans la délégation. Il y avait l'école des mines, mais il y avait le CEA. Et lorsque nous sommes avec le CEA, il y a ce que l'on va aller tricoter avec nos camarades, mais il y a aussi ce que l'on se dit dans ce petit groupe-là. Et en réalité, il faut totalement décloisonner. La grande erreur que nous avons trop souvent, c'est de considérer que nous sommes dans des silos respectifs. C'est une profonde erreur. Nous sommes dans un monde en mouvement perpétuel, la tectonique des plaques n'a jamais été aussi active, et nous n'avons pas la capacité, chacun pris isolément, de régler le sujet. D'abord, on ne doit pas le faire pour soi, parce que sinon, ça serait à courte vue, et on n'a pas la capacité de le faire avec nos seuls propres moyens. Et donc, de pouvoir décloisonner, c'est l'occasion de le faire. Ça renvoie à la dimension des partenariats, avec, évidemment, les établissements, mais aussi nos propres prolongements. Notre agence de l'orientation régionale, notre agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, notre agence régionale du tourisme, sont autant de prolongements, et je pourrais les multiplier, qui nous permettent à un moment donné d'être directement dans le tissu opérationnel, productif, actif, qui nous permet de nous nourrir de ce qui se passe au plus près du terrain. Et ensuite, ma foi, il y a un moment quand même où il faut qu'il y ait la volonté politique. Parce que fort de ce que nous vivons, de ce qui nous est rapporté, des attentes qui peuvent s'exprimer, il faut construire un plan, une rencontre, une mission pour aller chercher précisément ce dont nous avons besoin. Ce qu'a dit Henri-Paul Rousseau sur les angles sur lesquels il convient de travailler, c'est précisément ce qui nous anime. La dimension de l'aéro et du spatial, sujet numéro 1, indissociable aujourd'hui des sujets énergétiques. Et je pense au nucléaire, que j'adore.
J'ai l'occasion de se le redire. Et d'ailleurs, si on veut assurer la souveraineté énergétique dans ce pays et combiner ça avec la décarbonation, il est plus que temps que tout le monde ici aime beaucoup le nucléaire. En tous les cas, cette dimension du nucléaire et de l'hydroélectricité d'ailleurs, c'est là. Et la défense. Alors, c'est pas bien de parler d'armement, alors parlons de défense. Mais en tous les cas, ces trois sujets-là, ils fonctionnent évidemment ensemble. Ils sont au cœur de nos préoccupations. C'est comme ça, par exemple, et encore pour répondre à votre question, que fort de ce sujet-là, nous travaillons avec le cluster aéro, que nous envisageons, et c'est maintenant à courte échéance, l'ouverture de notre Académie de l'aéronautique. Que de la même manière, nous travaillons, et nous avons ça en commun avec nos amis de Bourgogne-Franche-Comté, sur le pôle de compétitivité Nucléaire Vallée. Voilà, sans être trop long, mais quelques éléments qui permettent de dire comment est-ce qu'on avance. Henri-Paul. Juste un complément, c'est totalement légitime pour la France et le Québec de travailler ensemble sur un point précis. Aujourd'hui, on parle de la France et Toulouse et votre région et d'autres régions comme le deuxième centre ou le premier centre en fond dans l'aéronautique. Et ensuite, on parle de Seattle et on parle de Montréal pour le troisième centre. Mais la vérité, c'est quand on élargit cette histoire de aéronautique à l'aérospatiale et à tout ça, quand on prend la France et le Québec, on a l'opportunité qu'ensemble, on soit dominant sur les trois aspects. Et c'est très important. Et ce n'est pas indépendant à la question de la souveraineté numérique qui est essentielle pour notre défense et notre sécurité. Et on a la chance, parce que ça fait des années que nos chercheurs travaillent ensemble, et aujourd'hui, on voit des trucs extraordinaires entre la France et le Québec. Une jeune société québécoise, ils viennent de décrocher un contrat dans le Grand Est sur les clouds souverains. Et en fait, cette transaction-là, qui est petite, mais elle est très importante parce que ça veut dire que le Québec et la France, sur cette grande question, sont en train de faire des percées extraordinaires. Je pourrais continuer sur plusieurs sujets, mais fondamentalement, on a de très grandes opportunités à exploiter. Benoît Trivulz, Business France. Pour parler d'international, je pense qu'il y a 3 clés pour réussir. La première, vous l'avez dit, c'est aller ensemble. Chasser en meute, mais pour chasser en meute, il faut vivre en meute. Vous savez, dans la vénerie, les chiens, ils vivent ensemble. Il faut vivre là ou en armada, peu importe le sujet. Et c'est vrai que là, la place des régions est essentielle. C'est parce que les entreprises sont ensemble en permanence qu'elles se connaissent. Et nous, on est très heureux d'aller à l'international sous le leadership des régions. Première chose. Deuxième chose, il faut des talents. Et en France, on a un programme qui est extraordinaire qui s'appelle le VIE, Volontariat International en Entreprise. C'est un programme qui a 25 ans, qui a envoyé 120 000 jeunes à l'international. Et en plus, avec nos valeurs, puisque aujourd'hui, la moitié sont des femmes. En 2000, c'était 70 jeunes filles qui étaient présentes parmi les 4300. Aujourd'hui, c'est 5000 sur les 11 000. Et Fabrice Pankouk, tout à l'heure, constatait, et comme tout le monde avec regret, il n'y a pas assez de femmes, notamment dans certaines filières, et notamment les ingénieurs. Allez-y, Benoît. Nous, on contribue. On contribue à ce que demain, les décideurs et les chefs d'entreprise seront des femmes, parce qu'on sait que 75% de ces gens-là seront demain les chefs d'entreprise. Et troisième sujet, il faut des stratégies à l'international. Et aujourd'hui, si on prend la géographie mondiale, on a 3 grandes stratégies. On a d'abord une stratégie en Europe. Il faut qu'on soit dans la reconquête de notre place en Europe, c'est essentiel. Et l'Europe, c'est un marché très très concurrentiel. C'est un marché très biaisé parce que tout le monde met beaucoup d'argent pour que ces entreprises soient plus puissantes. Et c'est un marché entravé. On sait, il y a une étude de FMI qui dit que si vous transformez en équivalent droit de douane les entraves européennes, c'est 44% sur les biens, 110% sur les services. Donc c'est un marché qui fait des deuxièmes grands marchés qu'il faut, c'est sécuriser. C'est ces 2 pays qui représentent 40% du PIB mondial, c'est les États-Unis et la Chine. Donc il ne faut pas qu'on perde de part de marché, il ne faut pas qu'on perde de plumes aussi. Il faut qu'on y aille là. Et puis le troisième, c'est cet axe qui va de l'Amérique latine, l'Afrique, PMO et l'Asie du Sud-Est. C'est des pays où il faut se diversifier. Et là, le gros enjeu, c'est le coût. Parce qu'aller dans 7 pays, c'est 7 déplacements, c'est 21 unités d'hôtel, et ça coûte de l'argent, et il faut qu'on arrive à trouver les financements pour pouvoir le faire. Alors prenez le micro, Fabrice. Oui, tout à fait. Oui. Ouais. Un dernier mot, puis on va se quitter dans 3 minutes. Juste un dernier mot. Gabriel Serville, on parlait de chasser en meute. Comment est-ce qu'on joue collectif quand on est dans les Outre-mer et qu'on a en face de soi, et je rebondis sur ce que disait Benoît Trivulz tout à l'heure, le Brésil, l'Amérique du Sud, face aux Antilles, le grand continent américain, États-Unis, Canada par exemple. On se tourne davantage un petit peu plus vers ces grands pays. Alors, on veut jeu collectif. Simplement, face à nous, il y a un gouvernement qui n'a pas envie de jeu collectif. Et je vais mettre le pied dans le plat tout simplement parce que
Il est vrai que ça fait plus de 70 ans que la Guyane, dans ses demandes au gouvernement, réclame que nous ayons un essai de pouvoir normatif qui soit domicilié chez nous et qui nous permette d'avoir de bonnes relations de coopération avec les voisins que sont le Brésil, le Suriname, le Guyana, l'arc caribéen, etc. Et on se rend compte qu'au-delà des problèmes que nous rencontrons d'ordre culturel, de notre capacité à financer l'expansion pour aller vers l'internationalisation, il y a un vrai souci au niveau de la barrière administrative. C'est-à-dire qu'il y a des barrières administratives, des barrières d'ordre législatif, réglementaire, qui nous empêchent d'être en capacité de prendre les bonnes décisions. Alors nous, on veut jouer collectif, on veut jouer avec le gouvernement, on veut jouer ensemble. C'est un partenaire comme un autre, mais de toute évidence, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a une espèce de chape de plomb, une espèce d'esprit très jacobin qui pèse encore sur ces territoires d'outre-mer. Alors je fais le témoignage pour la Guyane, mais ce que je dis pour la Guyane est valable pour tous les autres territoires d'outre-mer. Vous le direz dans quelques minutes à Sébastien Lecornu, le Premier ministre avec qui vous allez déjeuner. Un dernier mot avant la pause et on se retrouvera ici à 14h15. Henri-Paul Rousseau, votre regard sur le système français. Qu'est-ce qu'on pourrait importer du Québec, justement, et vice-versa, voilà. Comment l'un et l'autre peuvent s'inspirer l'un de l'autre? En fait, ça a été dit, nous avons de très grands chercheurs. Nos centres de recherche travaillent de mieux en mieux ensemble et il faut maintenant les coller à nos industries. C'est ce qu'on est en train de faire de part et d'autre et ça fonctionne. Ça, c'est le premier point. Il faut accélérer. En fait, on fait les bonnes choses. Ce qu'on a besoin de faire, c'est d'intensifier. Demain matin, on travaille ensemble pour être meilleurs sur les marchés internationaux. Moi, je ne dis pas à mes collègues québécois, venez exporter en France. Non. Je dis, venez avec nous, travailler avec des entreprises françaises pour qu'ensemble, on bâtisse des champions nationaux. La perspective, c'est ce que Benoît vient de dire, c'est le monde. Et donc, on veut construire ensemble des champions qui ont une patte au Québec, une patte en France et peut-être en Allemagne, mais qui travaillent ensemble avec nos PME pour conquérir ce monde qui est plein d'opportunités, mais c'est l'ensemble qui est là. Et je dis simplement que la meute québécoise se joint avec plaisir à la meute française. Voilà, merci en tout cas à tous les cinq. Je vous laisse retrouver dans quelques instants le Premier ministre pour le déjeuner au château de Versailles. On applaudit Fabrice Pancou, Gabriel Serville, Benoît Trivuls, Business France, Florence Lussmann, France Assureur et puis Henri-Paul Rousseau.